Donc l'UFC 313 était le week-end passé. Et le pire scénario s'est concrétisé pour les fans de Poatan et pour Alex Pereira. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes raisons pour lesquelles Poatan a perdu sa ceinture. Parce qu'il y a des facteurs dans le combat qui ont influencé Alex Pereira et même des facteurs hors du combat. Et on finira en parlant du plan qu'avait... On s'en est rendu compte, du moins, je m'en suis rendu compte en lisant sur la conférence de presse de Dana White. Ce qu'il a dit à la conférence de presse, et là je me suis rendu compte du plan qu'ils avaient par rapport à ce combat. Donc allons droit au but. Commençons avec quelques raisons pour lesquelles Alex Pereira a perdu. Et j'aimerais commencer avec la polémique sur l'introduction de Bruce Buffer, qui a introduit Alex Pereira comme le one and only. C'est une introduction que juste 2 combattants ont eu. Dans ce cas, on parle de Jon Jones et de Conor McGregor. La réalité est que est-ce qu'on en a quelque chose à faire de l'introduction que donne Bruce Buffer à un combattant? Personnellement, pour être direct, j'en ai rien à foutre. Juste, si je veux être direct, j'en ai strictement rien à foutre. Ces introductions sont très divertissantes, mais les mots et les expressions qu'il utilise, je ne suis pas personnellement à cheval sur ça. Par contre, je suis à cheval sur le one and only quand, pendant des années, on nous a fait croire que c'était quelque chose de spécial. Que quand tu l'entendais dans la bouche de Bruce Buffer, c'est que tu étais limite un go, tu étais le boss, tu étais spécial dans le monde du MMA. Et il y a 2 ou 3 mois, je ne sais pour quelle raison, Max Holloway s'est levé et il a dit que Alex Pereira mériterait d'être introduit comme le one and only. Moi déjà, j'étais très confus parce que je me disais, déjà, Max Holloway, avant de faire campagne pour Alex Pereira, tu devrais faire campagne pour toi parce que tu es un champion et un combattant très prolifique à l'UFC et tu aurais des arguments pour être dans cette catégorie du one and only. Donc, c'est ce que Max Holloway a dit. Et à ma grande surprise, Bruce Buffer a introduit Alex Pereira comme le one and only. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément mérité par rapport à ce qu'il a fait dans le MMA. Parce que j'ai aussi lu l'argument, je dirais même que c'est l'argument le plus valable. Parce que si on veut parler pur MMA, ça ne fait aucun sens. Mais j'ai lu l'argument comme quoi le one and only serait pour rappeler aussi ce qu'il a fait en kickboxing. Écoutez, je peux comprendre cet argument, je vois d'où est-ce que l'argument vient, je vois la logique derrière l'argument. Il était, je pense, 2 fois champion en kickboxing, et ici il a été champion dans 2 divisions, mais le one and only c'est basé sur ce que tu fais en MMA. Et même si ce que Pereira a fait en kickboxing doit être pris en compte, personnellement je ne pense pas que c'est suffisant pour le déclarer le one and only. Quand j'ai donné des noms, tu as Ousmane, tu as Volkanovski, tu as Adesanya, tu as Anderson Silva, tu as José Aldo. José Aldo est encore actif, il pourrait être le one and only. Tu as beaucoup d'anciens champions. Tu as Amanda Nunes, tu as Cejudo, champion olympique et double champion. Tu as tous ces gens qui sont là. On nous a dit que, ou du moins, je ne pense pas que Bruce Buffer l'a déjà dit clairement, mais c'est quelque chose qui a été vraiment supposé, sous-entendu, que le one and only, quand Bruce Buffer le dit, c'est que tu es vraiment spécial, et il n'y a que Jon Jones et McGregor qui l'ont eu. Même si vous savez clairement, je me suis déjà étalé plusieurs fois sur mon problème avec Jon Jones. La réalité est que le gars, il a beaucoup de défense et c'est encore plus justifié pour lui que pour Alex Pereira qui est arrivé à 2 ans. Maintenant, on me dit oui, Alex Pereira a fait quelque chose d'exceptionnel en 2 ou 3 ans. Ça n'a jamais... Oui, mais c'est pas sans l'aide de l'UFC. Et c'est là que je vais revenir sur l'histoire du one and only. C'est pas sans l'aide de l'UFC. Et tout le monde le sait. Même les fans de Poatan. Même si, ils vont faire beaucoup de gymnastique mentale pour justifier ça. Vous savez qu'il a été pistonné. On le sait tous. On le sait tous. Il a été pistonné de façon très, très exceptionnelle, même, je dirais. Il est venu, il a combattu Michailidis. Je ne sais même pas si le gars est encore à l'UFC. Il a combattu Silva, avec lequel il a eu un combat très compétitif et c'est la première fois qu'on a vu son problème qu'il avait avec les gauchers. Problème que il traîne encore un peu jusqu'à maintenant, même s'il a corrigé, on pourra peut-être en parler un peu plus. Mais il a combattu Silva, Arruda, quelque chose, je pense. Ensuite, il passe de Silva, qui n'est même pas classé. Je ne pense même pas que Silva a déjà été dans le top 15. Il passe de Silva à Sean Strickland, qui était dans le top 10. Pendant qu'on a des Nassourdine Imavov qui passent à travers des machines à faire de la viande hachée. Et on a tous ces combattants qui passent à travers des machines à faire de la viande hachée.
on a Pereira qui passe de Arruda Silva, qui n'a jamais été dans le top 15, directement au top 10. Directement au top 10. Même Benoît Saint-Denis, au moins Benoît Saint-Denis a combattu Frévola, qui était à la lisière du top 15, qui était connu, qui a été dans le top. Arruda Silva, je suis pratiquement sûr à 100% qu'il n'a jamais été dans le top 15. À Sean Strickland, du top 10, qui passe de Sean Strickland du top 10, qui est clairement, et les années nous l'ont montré, très prudent défensivement, qui est un très bon match-up favorable pour Alex Pereira. Je ne me rendais pas compte à ce moment, mais après le combat, c'était clair pour moi que c'était un combattant qui avait été choisi pour Alex Pereira parce que Alex avait une rivalité avec Adesanya. Il bat finalement sans surprise Sean Strickland et il passe au-dessus de tous les autres, c'est-à-dire Whittaker, il y avait qui d'autre, Cannonier, il y avait tous ces gens, Vettori, il passe au-dessus de tous ces gens et il se retrouve face à Adesanya. Bon, c'est vrai que Adesanya avait déjà affronté Whittaker quelques mois avant, mais quand même, il passe au-dessus de tous ces gens et se retrouve dans un combat face à Adesanya. Combat très compétitif où il se fait pratiquement finir au premier round. Donc, il gagne face à Adesanya. Dans le combat retour, Adesanya lui prend la ceinture. Il part dans la division au-dessus. Il obtient Jan Blachowicz, qui était numéro 3, 4 ou 2 même. Parce que Jan Blachowicz a été champion, je pense, en 2020, 2021. Et il est dans le top 5 depuis ce temps. Donc, il saute, il monte dans la division au-dessus. On ne lui donne même pas un top 10 ou quelque chose, non. Il part directement dans le top 5. Il a un combat très très compliqué face à Jan Blachowicz. Et il passe ensuite de Jan à un combat pour la ceinture dans la division au-dessus face à Jiří Procházka. Et bon, j'adore Jiří, vous le savez tous. C'est peut-être les deux, il fait partie des 2 ou 3 combattants que j'aime vraiment. Mais la réalité, j'ai déjà parlé plusieurs fois de Jiří. Son problème, c'était un problème de défense et aussi pratiquement zéro grappling. Sans aucune surprise, il bat Jiří. Ensuite, il tombe sur Jamahal qui se débrouillait bien. Arrêt de l'arbitre. KO qui vient de nulle part. Est-ce que c'est la faute de Alex Pereira? Non, mais on ne peut pas vraiment nier que Jamahal a été un peu déconcentré, mais c'est aussi la faute de Jamahal parce que tu dois rester focus et concentré à tout moment. Mais quand on regarde les images, c'est clair que Jamahal était un peu déstabilisé avec l'arrêt. Et il passe de Jamahal à Jiří une autre fois. Et bon, Jiří n'a pas fait les ajustements nécessaires. Ça finit techniquement de la même façon. Et il passe ensuite de Jiří à Khalil Rountree qui, avant Pereira, c'est quelque chose qui a même étonné tout le monde. Avant Pereira, le palmarès de Khalil Rountree, c'était Carl Robertson, Dustin Jacoby, Chris Daukaus. Là, on est en train de parler de personnes qui sont même pas dans le top 10, qui sont dans le top 15 et vraiment en bas du top 15. Certains sont même déjà sortis du top 15. Et ensuite, Anthony Smith, qui n'est plus vraiment le même depuis plusieurs années. Parce qu'avant que Rountree mette le bouillon Anthony Smith venait déjà de perdre face à Ryan Spann. Ryan Spann qui est d'ailleurs sur 5 combats, 3 défaites. Donc Khalil Rountree bat Anthony Smith, qui n'est même pas dans le top 10, se retrouve ensuite propulsé face à Alex Pereira, auquel il donne un combat très très compétitif. Et ensuite, on a Alex qui se retrouve face à Ankalaev et il perd sa ceinture. Et on me dit en fait que ce palmarès est du niveau des palmarès qu'on a vu peut-être ces 10 dernières années, c'est-à-dire en 2015 et aujourd'hui, les champions qu'on a eu ou certaines personnes qu'on a vu percer à l'UFC. On me dit que justement ce palmarès mérite un one and only. Donc, en fait, moi, j'aimerais qu'on m'explique. Et c'est de là que vient, moi, personnellement, ma réflexion que Alex Pereira ne méritait pas le one and only. Mais après, on parlera du plan que l'UFC avait. Et selon cette logique, ça ferait du sens pour moi qu'on lui attribue gratuitement ça. Et c'est comme j'ai dit sur Twitter, c'est du piston du début jusqu'à la fin. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Il est très bon. C'est un kickboxer d'exception. Grappleur, c'est à voir. Parce que Teixeira lui a donné une ceinture noire alors qu'on n'a jamais vu le moindre éclair de grappling dans la cage. Première raison pour laquelle Pereira a perdu ce combat est que, comme on l'avait anticipé, la lutte d'Ankalaev lui a posé problème. Maintenant, j'ai lu des gens qui disaient « Mais Ankalaev a tenté 12 takedowns et on a eu aucun. » Oui, Ankalaev a tenté 12 takedowns. Mais là, quand on parle de lutte, ce n'est pas que les takedowns. Et aussi, Ankalaev a tenté ces takedowns où il n'a pas tenté de takedown au milieu de la cage. Et j'avais fait un tweet qui disait justement que au milieu de la cage, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Alex Pereira. Parce que contre la cage, ces kickboxers, ils arrivent quand même. En plus, ils sont longs, ils sont élancés, ils ont de longs membres. On peut prendre aussi Adesanya comme référence. Ils arrivent à s'en sortir. Et c'est ce qu'on a vu dans ce combat. Contre la cage, il a très bien défendu. Alex Pereira, j'étais un peu surpris quand même par le niveau de défense qu'il avait. Et j'étais aussi surpris par Ankalaev, par
niveau plutôt moyen de sa lutte parce qu'il en sait assez en lutte pour obtenir au moins un takedown. Ça, c'est quelque chose que je vais accorder aux gens qui donnent cet argument. Mais cet argument n'est qu'une partie de la lutte. La deuxième partie de la lutte, et je pense que c'est la plus grosse raison pour laquelle Pereira a perdu, est la menace de la lutte. La lutte, ce n'est pas que des takedowns. Ce n'est pas que des takedowns. C'est le positionnement. Où est-ce que tu fais tes takedowns? Est-ce que c'est au centre de la cage ou c'est contre la cage? Les scénarios sont différents. Les transitions sont différentes. Est-ce que tu y vas en chaîne? Comment? Quand tu vas au sol, est-ce que tu cherches les soumissions? Ou bien est-ce que tu es plus du type ground and pound? C'est quoi ton style? C'est tout ça qui constitue la lutte, le grappling. Bon, déjà les terminaisons, lutte, grappling et tout. Pour moi, tout ça, c'est du grappling, mais bon. C'est tout ça qui constitue en fait le grappling. Et il y a aussi la menace du takedown. Moi, j'aimerais dire aux gens, vous pensez que Khabib est resté debout, a même striké avec Conor McGregor, Dustin Poirier, Justin Gaethje pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas besoin d'être des lumières. Quand on regarde juste la mécanique des coups qu'envoyait Khabib, c'était un peu du n'importe quoi. Mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Pourquoi ça fonctionnait? C'est que quand Khabib te mettait la main dessus, le round était fini. Le round était totalement fini. Et ces gars, ils avaient peur d'y aller. On parle quand même de Poirier, de Gaethje et de McGregor. C'est ce qui se fait de mieux en matière de striking depuis maintenant une décennie. Mais ils sont restés de Khabib qui a une mécanique qui ne fait aucun sens parce qu'ils avaient peur. Tu ne peux pas entièrement t'engager. Tu ne peux pas mettre la pression n'importe comment. Oui, j'ai aussi vu des gens qui disaient « Oh, Pereira n'a pas mis la pression parce qu'il était peut-être fatigué, il n'était pas préparé, tout ça. » On va parler après des activités sportives. Mais non, c'est pas pour ça qu'il ne mettait pas forcément la pression. C'est parce qu'il ne peut pas avancer n'importe comment. Et même si le niveau de grappling qu'a affiché Ankalaev, à mon avis, était en dessous de ce que j'espérais, c'était suffisant pour faire reculer Pereira, pour que Ankalaev puisse dérouler aussi son striking. Et c'est ça la menace du takedown. Et ça fait partie aussi de la lutte. Surtout quand on se retrouve face à quelqu'un qui a un niveau élevé en lutte ou qui est supposé être un lutteur de haut niveau. Quand cette personne se retrouve face à une personne qui est axée plus striking, qui est un striker, c'est ce qui arrive. Ça empêche en fait le striker de totalement se lâcher. À part les strikers qui sont très très confiants par rapport à leur lutte, on a déjà eu certains scénarios, ça c'est vrai, mais Alex Pereira lui-même il le sait. Il le sait que c'est sa faiblesse. Sa ceinture noire en jiu-jitsu, je ne sais pas trop quoi, on a même vu des vidéos de lui lutter ou de lui grappler. Il y a une vidéo où il se fait takedown par un bantamweight. Okay. Bon, c'est de l'entraînement. Je comprends, on doit prendre des pincettes et tout, mais quand même, toutes les vidéos de grappling qu'il montrait, les gens disaient, mais j'espère que tu n'espères pas que ce sera suffisant face à Ankalaev. Et aussi, même si Ankalaev n'a pas eu de takedown, tout le temps que Pereira passait droit à la cage, c'est à lui de casser l'action et de recommencer. Et à chaque fois que Ankalaev le mettait droit à la cage, il restait là. Ça durait, ça prenait du temps, ça le fatiguait. Oui, c'est ça. Donc, clairement, la faiblesse de Pereira a toujours été son grappling, ce qui n'est pas étonnant. Le gars est un kickboxer. C'est pour ça, dès le début, j'ai toujours dit, si le gars est un kickboxer, il est maintenant en MMA, montrez-lui que maintenant nous sommes en MMA. Et c'est là maintenant que je continue en disant que ça commence à être limite un test de QI pour cette division. C'est vraiment aussi simple. La deuxième raison pour laquelle Pereira a perdu, c'est en fait la même raison, la même chose qu'il traîne depuis plusieurs combats, et ce n'est même plus vraiment un secret. Ici, c'est la position de gaucher. Pereira, bizarrement, il a affronté un nombre anormal de gauchers. C'est rare que tu en affrontes autant. En plus, en MMA, il a affronté Jamahal qui est un gaucher. Il a affronté Roundtree qui est un gaucher. Il a affronté Ankalaev qui est un gaucher. Littéralement, ces 3 derniers combats, c'était que des gauchers. Et bon, il y a aussi Iri qui a essayé de temps en temps d'aller en gaucher. Donc, la plupart de son temps était face à des gauchers. Et même la victoire d'Adesanya, c'est parce qu'il a fait des ajustements à sa position de gaucher. Donc, clairement, être un gaucher a un avantage face à Pereira. Et ici, je pense que ce qui a vraiment servi Ankalaev, c'est qu'en plus d'avoir à ce point au moins 2 à 3 heures, je dirais 2 heures environ, d'images de Pereira face à des gauchers. En plus d'avoir toutes ces images, ils ont pu faire un bon game plan. Pereira, j'ai parlé sur Twitter de la position des pieds. Bon, pas pour entrer dans les trucs encore techniques et tout, mais quand tu combats un gaucher,
tout ce qui se passe en avant est ce n'est pas très naturel, Et bon, un gaucher est habitué à combattre des droitiers. Donc, tout ce qui est par rapport à trouver le bon angle, trouver la bonne sélection de coups, un gaucher sera beaucoup plus à l'aise qu'un droitier qui combat un gaucher, parce qu'un droitier, très souvent, va combattre des droitiers. Donc, tout ce qu'il fait, c'est-à-dire la position des pieds, trouver le bon angle, la bonne distance pour les kicks et tout ça est en fait remis en question quand il affronte un gaucher. Et j'ai même dit sur Twitter que Jamahal se débrouillait bien par rapport à la position des pieds, ce type de choses. Et c'est avant qu'il se fasse mettre KO, je trouvais que Jamahal se débrouillait bien. Il prenait bien l'angle dominant, c'est-à-dire le pied vraiment à l'extérieur. Quand il envoyait des kicks, ça touchait. Mais je sais, ce n'était que le début du round, mais c'est révélateur. Par contre, dans le début du round face à Ankalaev, dès le début, Pereira, c'est quelque chose qu'il a attaqué. C'est même pour ça que quand on regarde les stats, face à un gaucher, il a eu beaucoup de succès à les leg kicks. Mais quand on regarde son combat face à Jamahal, il ratait beaucoup plus les leg kicks. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a sûrement travaillé, qu'il a adapté avec tout le succès qu'il a eu par rapport aux leg kicks. Donc en réalité, Pereira a un kickboxer de haut niveau qui peut s'adapter. Mais quand même, dans ce combat, le fait qu'Ankalaev soit gaucher, le fait qu'ils aient assez de vidéos de Pereira face à des gauchers, ça a facilité certainement le game plan. Et si en plus de ça, tu ajoutes la menace de la lutte ou l'idée selon laquelle Ankalaev sera un gros lutteur, on commence à trouver en fait une explication du pourquoi Pereira était aussi timide. Maintenant, la troisième explication, c'est là qu'on vient en fait au facteur extra-sportif. Et c'est que pourquoi Pereira était aussi timide, je pense aussi que c'est à cause de tout ce qui se passait autour. Parce que Pereira commence à être une superstar. Il ne l'est pas encore, mais il commence à l'être. Les gens commencent à le connaître. Donc, il était partout et nulle part. Il était nulle part et partout. Tu voyais Pereira ici, tu voyais Pereira là-bas. Moi, déjà, avant le combat face à Roundtree, j'avais fait un trade. Les gens n'ont pas trop lu parce qu'en plus, je pense que je l'avais fait le jour du combat, donc c'est compréhensible. Mais je disais que l'altitude, parce que je pense qu'il se battait à Salt Lake City face à Roundtree, je disais que l'altitude aurait peut-être été un facteur. Et j'avais aussi dit que le fait qu'il se balade un peu partout de cette façon pourrait aussi être un problème pour lui. Je l'avais dit en fait. Parce que c'était bizarre, je me rappelle face à Roundtree, une semaine avant, il était à l'UFC, ce qu'ils ont fait au Dôme, là, le truc qu'ils ont fait au Dôme, ou bien il était quelque part. Donc, je me disais, ok, ça peut être problématique, parce que si ton adversaire, parce que je pense que Roundtree, il était quelque part en Thaïlande, concentré, si ton adversaire est en train de faire tout ça, et toi, tu es en train de passer un peu partout, c'est des heures d'entraînement en moins. C'est vrai, à l'hôtel, tu peux t'entraîner, mais les conditions ne sont pas optimales. Tu vois, les hôtels, ils ont quoi? Ils ont peut-être une petite salle avec des poids des poids qui ne font aucun sens. Maintenant, pour un entraînement, tu n'as pas vraiment de tatami, tu n'as rien de tout ça. Tu n'as pas de partenaire d'entraînement parce que tu ne peux pas prendre tous ces gens et voyager avec eux. Donc, les conditions ne sont pas optimales. Et en plus de ça, la façon dont tu dors, la façon dont tu manges, ton niveau de fatigue, les conditions ne sont juste pas optimales. Et moi, c'est quelque chose que j'avais déjà un peu senti face à Roundtree. Mais là, je l'ai encore plus senti parce que ça ne faisait aucun sens. Le gars, il était en Australie pour être auprès de Sean Strickland, dans le coin de Sean Strickland, pour le combat face à Dricus du Plessis qui s'est passé il y a un mois. Ensuite, il est resté là-bas jusqu'à rencontrer Drake. Il y a une vidéo de lui et Drake. Bon, déjà, en parenthèse, la malédiction Drake, ça ne ment pas. Même si je pense que Drake a déjà parié sur lui, là, gars. Hein. Mais quand même, on va le faire pour l'histoire. Le mime doit continuer. Donc, la malédiction Drake ne ment pas. Il était au concert de Drake et Drake l'a salué, il a dit « Chambre ». Oui. Et ça, c'était peut-être une semaine après le combat face à Strickland en Australie. Et pour ceux qui connaissent un peu les fuseaux horaires, c'est un peu n'importe quoi quand tu fais Australie, Amérique du Nord. Donc, il y a 2 ou 3 semaines, le gars, il était sur ce type de fuseau horaire, en train de dire des charmes en saluant Drake. Et on me dit est-ce qu'il était en train de s'entraîner? Parce que pour vous parler un peu du fuseau horaire, quand il fait nuit en Amérique du Nord, je pense qu'il fait déjà littéralement jour en Australie. Donc, vous voyez un peu comment le fuseau est. Donc, déjà, la façon de dormir, la récupération, tout ça, c'est pas du tout optimal. C'est pour ça, certains combattants qui seront prudents par rapport à cette histoire d'aller combattre en Australie. Je pense que même Islam Makhachev en avait parlé brièvement. Donc, oui, il y avait tout ce problème de fuseau horaire et de saluer Drake. Le gars, il revient, on commence à voir des photos de lui avec des dames pulpeuses à des restaurants. Tout ça pendant que Ankalaev, qui est reconnu par tout le monde comme ton plus gros match-up, comme ton plus gros challenge dans cette division,
est en train de s'entraîner on ne sait où, est en train de manger ses fruits et légumes, est en train de dormir, entraînement, fruits et légumes, il est en train de faire tout ça, en train de regarder tes vidéos avec ses entraîneurs, en train de faire un game plan. Toi, tu es en train de faire tout ça. À tel resto, à tel truc. Je pense même qu'on l'a vu ensuite à New York, en train de donner de l'argent. Le gars était sur un podcast ou bien sur un stream avec un autre gars et tout. Soyons sérieux. Qu'est-ce que tu fais? Et tu dois combattre dans 2 semaines. Mais après, je peux comprendre. Et c'est ça le problème. Pourquoi? C'est l'un des problèmes c'est l'une des raisons pour laquelle les superstars chute à l'UFC. Nous sommes dans un sport extrêmement violent, nous sommes dans un sport extrêmement compliqué, pour être honnête. Et ce n'est pas comme tous les autres sports. Tu ne joues pas au MMA. Tu ne joues pas au MMA. Et la raison pour laquelle les superstars chutent, c'est qu'il y a un niveau, c'est quoi l'expression de Marvin Hagler? Marvin Hagler, qui est un ancien boxeur, a dit « Il est très dur de se lever et courir à 5 heures du matin quand tu dors dans des draps en satin. » Et c'est réel. Et je dirais même que dans le cas de Pereira, il est très dur de faire 2 entraînements de lutte avec des bourbiers quand Drake, Mark Zuckerberg et des dames pulpeuses veulent te voir. Donc je comprends, et c'est un peu la malédiction des superstars UFC, c'est que quand elles vont hors du sport, c'est-à-dire quand elles commencent à grandir au-delà du sport, ce qui se passe en fait, c'est que coupler tout ce qui se passe hors du sport avec le sport, ça devient un niveau pratiquement impossible. Il y a une limite à laquelle les deux ne peuvent plus vraiment coexister et la chute est inévitable. Maintenant, est-ce que Pereira peut revenir? Oui, Pereira peut revenir avec, et s'il fait les bons ajustements, il pourrait battre Ankalaev dans le match, dans le combat en retour. Ce n'est pas quelque chose qui est hors de sa portée, mais quand même, il faudrait faire très attention. Donc oui, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je pense que Pereira était timide. Maintenant, je vais finir en parlant du plan de l'UFC, parce qu'on a vu que Dana White était dégoûté quand Bruce Buffer lui a montré le résultat. En conférence de presse, quand j'ai lu ce que Dana White disait, je me suis finalement rendu compte que leur plan, et j'ai eu l'idée, ou bien l'éclair de génie, non, pas l'éclair de génie, juste une idée, juste une théorie du complot, si vous préférez. Elle m'est venue en tête et je me suis dit, tiens, peut-être que Pereira, Bruce Buffer a introduit Pereira comme le one and only, même si pour moi il n'y a aucune raison qu'il soit introduit de cette façon. Peut-être que Pereira a été introduit de cette façon pour en fait justifier un combat avec notre cher ami John Jones, qui est aussi un one and only, et par la même occasion doubler encore Aspinall une deuxième fois. Parce qu'à cette étape, c'est pratiquement impossible de justifier pourquoi John Jones n'affronterait pas Tom Aspinall. Comme j'ai dit, l'étau s'est resserré, John Jones est dos au mur et c'était la dernière carte qu'il pouvait jouer. C'est la dernière carte que Dana White pouvait jouer pour finalement cimenter son John Jones comme le GOAT parce qu'il est obsédé par ça depuis 2 ou 3 ans. Et moi, personnellement, je me dis, c'est aussi une autre théorie, je me dis que peut-être avec tout ce qui est transaction de l'UFC qui a rejoint TKO, qui a rejoint Endeavor, ils veulent en fait rendre le sport légitime et tous les sports ont leur GOAT. Donc c'est pour ça que peut-être depuis 2 ou 3 ans, on nous bassine avec cette histoire de GOAT. Quelqu'un doit être le GOAT pour en griffe le sport légitime. Le sport est déjà légitime. On n'a pas besoin de toutes ces choses pour des histoires de GOAT. Parce que comme j'ai dit, on ne joue pas au MMA. Et une défaite au MMA n'est pas la même chose qu'une défaite dans les autres sports. Donc le MMA pourrait même avancer sans avoir de GOAT. Mais bon, ça c'est tout un autre débat. Donc je pense que c'est pour ça que Dana White était député. Et moi je vous ai déjà dit, il y a déjà peut-être 1 an que je dis cette histoire. John Jones n'affrontera pas Aspinall. Il faudra limite lui mettre le couteau sous la gorge pour qu'il affronte Aspinall. C'est-à-dire, il faudrait qu'il ait un événement de niveau cataclysmique pour qu'il affronte Aspinall. Parce que je connais John Jones. On connaît John Jones. C'est les mêmes tactiques qu'il roule depuis que je suis jeune. Depuis que je suis petit, c'est les mêmes tactiques que le gars il roule. Il roule les mêmes tactiques. On le connaît, je connais son modus operandi, comme dirait l'autre. On le connaît et il n'affrontera pas Aspinall parce qu'il juge qu'il est le GOAT. Malgré, je ne vais pas encore vous bassiner avec ça, malgré tous les problèmes qu'il a eu, le gars il juge qu'il est le GOAT. Donc comme il juge qu'il est le GOAT, il met la pression à l'UFC et comme ses intérêts sont un peu alignés avec ce que l'UFC et Dana White veulent accomplir, c'était dans l'intérêt que Pereira gagne. Parce qu'à partir de là, qu'est-ce qui allait se passer? Ils auraient pu encore doubler Aspinall parce que John Jones a commencé par aligner. On peut reprocher beaucoup de choses à John Jones, mais le gars est calculateur, il est malin.
Parce que John Jones a fait maintenant des mois qu'il aligne en fait cette histoire de Pereira. Et je l'avais dit l'année passée. Il vous a un peu hypé en parlant de Pereira. J'avais tweeté en mai 2024. Ne laissez pas John Jones s'en sortir de cette histoire de Pereira. Parce que c'est ce qu'il voulait faire. C'est pour ça qu'il y a quelques mois, je pense qu'il a fait un FaceTime ou un truc du genre avec Pereira. Et son plan en fait, c'était d'avoir Pereira. Mais là, c'était compliqué à justifier. Il allait avoir Pereira, faire comme il a fait à notre cher Cyril Gane. Première occasion, takedown, contrôle toute l'histoire et il gagne. Et je pense qu'il aurait quoi, 2 défenses ou 3, un truc du genre. Et je pense que même le record en poids lourd, faudrait que je vérifie, c'est autour de 2 et 3. Il mettrait un gros doigt d'honneur à son antagoniste de tous les jours qu'est Daniel Cormier, parce que Daniel Cormier a eu 2 défenses, je crois aussi. Donc, il aurait dépassé même Daniel Cormier et l'UFC allait dire, il est le GOAT. Dana White allait obtenir ce qu'il veut. Éventuellement, les actionnaires allaient obtenir, parce qu'eux ne connaissent pas le sport, eux, de leur point de vue, le sport doit avoir un GOAT. Parce qu'ils pensent que c'est un peu ça qui se passe derrière. Les actionnaires allaient obtenir leur GOAT. Bien sûr, les fans de John Jones allaient sortir de raconter leur vie. Et vous êtes gentils, les fans de John Jones. Je m'amuse bien avec vous. Mais sérieusement, des fois, il y a de ces arguments, je suis du genre, ok, où est-ce que tu viens en venir, quoi. Mais bon, les fans de John Jones allaient bien sûr gober l'histoire. Et ceux qui ne sont pas vraiment fans du sport ou de John Jones et tout, ils allaient aussi gober l'histoire parce que de leur point de vue, ils ne connaissent pas toute l'histoire de John Jones. Ils savent juste qu'on leur a dit que c'est le GOAT, donc c'est ça. Donc tout allait fonctionner parfaitement. Et c'est pour ça, en fait, que Dana White était dégoûté quand Bruce Buffer lui a montré cette carte. Et c'est pour ça aussi qu'il parlait dans le combat, dans la conférence de presse de Aspinall, ce type de choses. Maintenant, il parle de Aspinall. Alors qu'il y a 1 ou 2 semaines, il était parti sur l'une des plus grosses émissions de sport aux États-Unis. C'est une émission de basket. Et il ne parlait même pas d'Aspinall. Il ne voulait même pas dire le nom d'Aspinall. Moi, j'ai regardé le truc, j'ai essayé de lire les traductions, tout ça. Moi, j'ai pas vu d'Aspinall. Le gars, tout ce qu'il faisait, c'est parler de Pereira et de John Jones. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais je n'étais pas sûr. Mais quand j'ai vu la façon dont Dana était dégoûté, je me suis dit, donc c'était ça le plan. Mais ça reste une théorie. Mais pour moi, c'est la théorie qui fait le plus de sens. Et ça explique même pourquoi au début, Bruce Buffer annonce Pereira comme le one and only. Parce que probablement, il voulait faire un combat one and only versus one and only. Donc oui, c'était très long aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Pour finir, j'aimerais dire que il y a plusieurs facteurs pour lesquels Pereira a perdu sa ceinture. Je vous ai déjà dit plusieurs fois quel est le cycle de ce sport. Tous ceux que tu apprécies vont chuter tôt ou tard. C'est pour ça que j'ai tendance à être quand même détaché par rapport à beaucoup de combattants. Mais oui, moi j'apprécie juste le sport à ce point. Il faut juste apprécier le sport. Oui, on peut avoir nos préférés, mais c'est le sport d'abord. Donc oui, Pereira peut revenir s'il fait les bons ajustements, il pourrait revenir. Et John Jones a le dos au mur. Merci Big Hank. Merci Magomed Ankalaev. John Jones doit combattre Aspinall ou laisser la ceinture, mais il n'a pas d'histoire de falsifier des records. Donc oui, c'était tout pour moi aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé, partagez avec vos amis et commentez. Donnez-moi votre avis par rapport à tout ce que j'ai dit et on se dit à la prochaine.